Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Ce week-end, à Addis Abeba, les projecteurs du 37e sommet de l'Union africaine se sont éteints. Cette année, c'est sous le slogan « L'amélioration de la santé et de l'éducation dans le continent » que les 55 chefs d'État et dirigeants de l'organisation se sont réunis les 17 et 18 février en cours. Cela dit, c'est le contexte géopolitique mondial et continental qui se sont tirés la part du lion des discussions. Et ce, dès l'ouverture des travaux en amont du conclave des dirigeants du continent. C'est d'ailleurs le président de la Commission de l'Union africaine qui a donné le temps de cette 37e édition. En effet, lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, Moussa Faki a dressé un bilan très réaliste de la situation mondiale et continentale. Mais surtout, Moussa Faki a réaffirmé la solidarité de l'Afrique avec la Palestine occupée qui subit actuellement un génocide sioniste à Gaza, insistant notamment sur le fait que seule l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne serait une solution pérenne, juste et durable à la question de la Palestine qui continue à être une tache noire dans l'histoire actuelle. Aux côtés de la Palestine, Moussa Faki s'est également exprimé sur les divisions qui minent le continent africain, notamment les abcès sécuritaires. Si aujourd'hui les enjeux auxquels fait face l'Afrique font l'unanimité, reste à resserrer l'élan en faveur d'une solution ou d'un avenir afro-africain. Mais cela semble un peu plus difficile, surtout dans le contexte mondial où l'Afrique est encore une fois au cœur des appétits mercantiles de l'Occident. Et chers téléspectateurs, rebonsoir et merci de nous accompagner pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, durant lequel je serai accompagné de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et de Prince Koya, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique. Bonsoir Prince, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir, c'est un plaisir. Alors, messieurs, avant de nous pencher sur ce 37e sommet, mais aussi de décrypter ses enjeux et ses portées, je rappelle que lors de l'ouverture des travaux de ce sommet, le président comorien Azali Assoumani a passé le flambeau de la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, qui devient ainsi le 22e président de l'Union africaine. Et avant de justement nous pencher, je le disais à l'instant, sur cette Union africaine, on va faire un petit bond dans l'année, dans le temps, et on va revenir à l'année qui vient de s'écouler. Et je commence avec vous, Gamel. Alors, quel bilan on peut faire de l'année de l'Union africaine, mais surtout, quel bilan on fait de la présidence de Azali Assoumani? Simplement, déjà, une chose, c'est qu'on se rend bien compte que lorsque Moussa Faki parle de la crise en Palestine, occupée, et de la barbarie sioniste, il a tendance à oublier que c'était lui qui avait proposé effectivement la présence de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine en tant que membre observateur pour réitérer ce qui existait déjà à une époque avec l'OUA. Donc, c'est un peu fort le café. Aujourd'hui, c'est tellement évident, la barbarie, que les massacres de masse, qu'on se rend bien compte qu'il est difficile de ne pas prendre de position en faveur des Palestiniens puisque le monde entier le fait. Ça, c'est le premier aspect. Après, la question africaine, c'est une question de fracturation dans différentes zones, des tensions qui ont augmenté ou qui ont baissé. Par exemple, on voit l'Éthiopie où il a failli y avoir une guerre civile qui a finalement été annulée par la reprise en main d'Abiy Ahmed, où on voit bien que dans la région des Grands Lacs, on est très loin de sortir de la catastrophe en ce qui concerne évidemment tout ce qui se passe en RDC, puisque les massacres continuent, où l'Afrique du Sud doit intervenir, où il y a des questions aussi essentielles sur la question du Sahel, qui est la région qui va être bientôt une région très dynamique économiquement quand ils vont exploiter leurs ressources, mais effectivement elle est tiraillée par différents courants idéologiques extérieurs qui cherchent à diviser la région. Je parle de la région du Sahel par rapport à l'Afrique du Nord. Eh bien, tous ces éléments font que l'Union africaine fait figure un petit peu à la fois observateur et pas de grande puissance possible à déployer, même s'ils ont essayé de calmer quelques zones de tension. Mais les rapprochements de points de vue ne sont pas au rendez-vous. On voit bien ce qui s'est passé avec la CEDEAO vis-à-vis du Niger. L'Union africaine était quasiment absente. Ça a failli être une guerre, là encore une fois. L'Algérie est intervenue pour que ça n'arrive pas. Mais tout de même, on est dans une région effectivement assez
explosive parce que le monde bouge depuis 2022, parce que la guerre froide est de retour et parce que les blocs antagonistes, qu'ils soient chinois et russes ou états-uniens ou occidentaux, sont en train de jouer avec l'Afrique comme sur un jeu d'échecs leur part de partition idéologique évidemment impérialiste vis-à-vis d'un continent africain en construction. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Union africaine, malheureusement on peut le déplorer, fait malgré tout mine d'être une union de pure façade qui n'a pas beaucoup d'impact sur un plan politique, mais il y a eu au moins une victoire, c'est que l'Union africaine s'est mise d'accord quand on a entendu parler de l'entité sioniste en tant que membre observateur, pour que de l'Algérie à l'Afrique du Sud en passant par le Nigeria et l'Égypte, tous soient d'accord pour refuser la présence de ces gens qui sont des colonialistes. Justement, on va revenir sur ce point dans un petit moment, sur le fait que l'entité sioniste a été définitivement virée de l'Union africaine. Je viens vers vous, Prince Koya. Est-ce qu'on peut dire finalement que Mohamed Ould El Ghazouani reçoit une patate chaude entre les mains en vue du contexte régional, continental, mais surtout mondial, comme vient de l'expliquer Gamel Abina? Tout à fait, on peut le dire, mais on ne dira pas qu'on la lui donne sciemment pour lui faire mal, mais on peut dire que finalement, il hérite d'une situation de fait. Donc, c'est une conjoncture mondiale qui a une incidence sur l'Afrique, une Afrique elle-même qui a ses dynamiques diplomatiques, économiques, commerciales, ses défis à relever. Et effectivement, il arrive à une époque cruciale, donc à la croisée des chemins pour le continent africain. Cela dit, pour revenir un tout petit peu effectivement sur le bilan africain le bilan de l'année antérieure et des défis qui l'attendent, évidemment, ils sont importants au plan diplomatique. D'abord, l'Union africaine n'a pas réussi véritablement à résorber toutes les crises diplomatiques qui ont eu lieu sur le continent. On se rappelle que la décision de l'Union africaine centrale qui avait été prise contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, était de suspendre ces pays-là aux activités de l'Union africaine. Elle n'a pas pesé de tout son poids pour finalement réunifier ces pays frères ouest-africain. Et donc, l'Union africaine n'a pas pesé là où on l'attendait au plan diplomatique. Rappelons-le, elle a été créée pour dynamiser l'intégration politique entre les pays africains. Et là, on a l'impression que on a affaire plus à un délitement, à une désintégration africaine, plus qu'à une intégration, donc au plan diplomatique. Au plan économique également, plusieurs défis se posent. La libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des services, l'intégration pour aboutir à une union monétaire et financière reste encore très loin. Le passeport africain qui est un projet qui est dans les armoires depuis très longtemps aurait pu être quelque chose qui aurait pu être mis en œuvre par le président Azali, ce qui n'a pas été. Enfin, au plan militaire, on sait qu'il y a une crise actuellement au Soudan, une guerre entre le général Hemeti et Al-Bourhan. Cette crise n'a pas été non plus jugulée, elle est là aujourd'hui et finalement chacun des deux protagonistes a les cartes libres pour pouvoir agir comme bon lui semble. Ensuite, entre le Rwanda et la RDC, un autre point chaud militairement parlant, ces deux pays sont au bout de la guerre. L'Union africaine n'a jamais pu intervenir diplomatiquement et même pas non plus militairement parce que finalement cela devient une chimère. L'armée de l'Union africaine qui avait été effectivement promis depuis Kagame en 2015, qui avait été promis d'être financée à hauteur de 0,02% des importations hors Afrique pour être financée, n'a pas encore vu le jour, cette force africaine en attente. D'où le fait que si nous sommes faibles diplomatiquement, c'est parce que quelque part, militairement, nous le sommes, parce que n'oublions pas, Karl von Clausewitz disait, la diplomatie n'est que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Très bien, donc on peut comprendre aujourd'hui que l'Union africaine doit se pencher sur ces questions qui sont aussi dans l'ordre ou dans l'échiquier géopolitique mondial. Mais avant, on va se pencher sur la Palestine et sur le fait qu'elle ait occupé un grand panel de cette rencontre ou de ce 37e sommet. Pour les observateurs panafricains, c'est sans surprise que la Palestine a été au cœur des préoccupations. On a vu les peuples se mobiliser, on a vu les diplomaties, comme l'a rappelé Gamel Abina, l'Axe Alger, Pretoria se mobiliser, toutes depuis le 7 octobre ou depuis le début de ce génocide sioniste à l'encontre de Gaza, où je rappelle que la barre des 30 000 morts est en train d'être dangereusement frôlée. Gamel Abina, pourquoi est-ce que la question palestinienne revêt aujourd'hui un tel intérêt pour le continent africain?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, la barre des 30 000 morts, malheureusement, est largement dépassée. Les chiffres du Hamas sont largement sous-évalués en Occident pour disqualifier les propos des Palestiniens en disant qu'il y a 20 000 puis 30 000 morts. On nous dit systématiquement, ce sont les chiffres du Hamas. Et ils ont raison. Ce sont les chiffres du Hamas qui sont en dessous de la vérité puisqu'ils ne peuvent pas collecter le nombre de morts sous les décombres. Ils ne peuvent pas faire des recensements, des statistiques. C'est compliqué. Ils font des estimations. Estimations très basses au regard des 70 000 tonnes de bombes qui ont été jetées sur la bande de Gaza de façon barbare et sans aucun moyen de se défendre. Et le nombre de disparus, le nombre de personnes dont on ne retrouve pas les corps et tous les affres qui accompagnent. Tout à fait, les morts directs et indirects, ceux qui meurent dans les hôpitaux, ceux qui meurent de faim. N'oublions pas qu'actuellement, il y a un blocus, c'est plus qu'un blocus, c'est un siège comme au Château Fort barbare qui est imposé aux Palestiniens, qui, il faut le rappeler, n'ont pas de moyens de se défendre. C'est important de dire qu'il n'y a pas de possibilité d'abattre les avions qui viennent les bombarder, aucune possibilité d'en finir avec les bateaux qui les bombardent, et encore moins de possibilité d'utiliser une artillerie lourde face à une artillerie lourde. Et pourquoi est-ce que l'Union africaine, l'Afrique en général, prend cette cause palestinienne de façon très à cœur? Parce que simplement, il faut se rappeler que c'est d'abord une colonisation qui va à contre-courant des décolonisations. C'est-à-dire qu'on va dans le contresens de l'histoire. Au moment où les Occidentaux qui se sont détruits entre eux en 1945 se rendent compte qu'il faut en finir avec les puissances coloniales après avoir fini avec les puissances impériales européennes, eh bien, les États-Unis font pression sur la France et l'Angleterre pour décoloniser. Ces décolonisations se font au fur et à mesure, mais ils laissent dans la chaussure, entre guillemets, du Moyen-Orient, un caillou qu'ils appellent Israël. Ils vont créer une colonie sur place qui prétend se libérer de l'Angleterre, qui prétend, comme les États-Unis ont fait, devenir indépendante de l'Angleterre, et quelque part, on peut penser que c'est vrai, mais sur le dos d'un peuple qui a toujours existé là-bas, qui a toujours été légitime, le peuple palestinien. Donc on envoie des colonies de peuplement qui viennent d'Europe, des Ashkénazes, des Turco-Mongols, venir sur une terre prétendant revenir chez eux, ce qui n'est pas le cas. Et donc les Africains l'ont très bien compris, ils ont compris que c'est une colonisation déguisée au départ et évidente, une colonisation affirmée par la suite, des crimes permanents et perpétuels et barbares depuis 76 ans. Et l'Afrique qui a subi dans sa chair la barbarie coloniale, la barbarie de la traite négrière, parce que la traite négrière est une invention occidentale, on veut tout mélanger. Hein. La traite négrière est occidentale, ça a été inventé par les Espagnols et les Portugais. Eh bien, ces petits cadeaux, ils les ont connus très longtemps dans leur chair, c'est un massacre, des pillages, des destructions de population, des génocides, il ne faut pas l'oublier, on a des régions africaines qui ont subi des génocides, et quand ils voient ce qui se passe en Palestine, ça résonne en eux pour deux questions. La première, c'est le rapport nord-sud, riche-pauvre, le rapport capitalisme-impérialisme contre peuples qui veulent s'émanciper, le rapport du dominant et du dominé, le rapport du technologique avancé contre ceux qui se battent avec des cailloux, tout cela résonne dans les peuples africains qui comprennent très bien que les rapports de force sont disproportionnés en faveur de l'émissionniste soutenu par la France, l'Angleterre et les États-Unis et une grande partie du reste de l'Occident. Donc ils se sentent cause commune avec le peuple de Palestine, tout comme l'Afrique du Sud a subi le racisme, le sectarisme et l'apartheid. Elle comprend parfaitement les termes du débat en Palestine qui subissent le racisme, le sectarisme et l'apartheid. Et je répète encore une fois, c'est important de le répéter, les dirigeants sionistes avant la guerre disaient, et c'est important de le rappeler, que les Palestiniens sont les animaux humains, les derniers êtres humains à avoir dit ça au siècle dernier, c'est les nazis qui parlaient des juifs en disant que c'était des bacilles ou des sous-hommes. Aujourd'hui, on a les mêmes termes, les mêmes débats avec un État qui est dirigé par des racistes et qui veut en finir avec les Palestiniens en les déportant de chez eux, en faisant une nouvelle Nakba. Ça n'arrive pas et malheureusement pour le peuple de Palestine, aujourd'hui près de 2% des Palestiniens sur Gaza ont été exterminés. Il faut rappeler qu'il y a un crime de masse qui semble devenir, aux yeux de la Cour internationale de justice, un génocide. Très bien. Prince, un des événements marquants de ce sommet, donc on reste toujours sur le point, l'importance de la Palestine en Afrique. Un des points importants de ce sommet, ça a été le moment où la diplomatie sioniste a été mise à la porte de l'Union africaine ou des travaux de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que 2 ans, et c'est la deuxième fois que ça se produit suite à, comme l'a rappelé Gamel Abina, à l'accord du président de la Commission africaine, à une délégation sioniste de prendre part à ce sommet. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour l'Union sioniste, en particulier dans ce contexte de génocide, de prendre part aux travaux de l'Union africaine? Pour effectivement participer aux travaux d'une grande institution, il faut le dire, comme l'Union africaine, confère une certaine légitimité au plan international. Et puis, ça permettrait, on va dire, d'enjoliver et d'ennoblir quelque part l'image d'Israël qui est effectivement est en train de faire une guerre totalement illégale aujourd'hui aux Palestiniens. Donc l'intérêt, c'est effectivement de redorer
blason, de faire du branding, de laver son image en participant à de tels rassemblements diplomatiques. Alors, l'intérêt aussi, effectivement, pour les Africains, comme Gamel l'a dit tout à l'heure, de dire à l'entité sioniste, donc à l'État d'Israël, non, nous ne voulons plus de vous dans notre enceinte, c'est de se désolidariser également d'un tel État, parce que l'accepter signifierait que nous sommes plus ou moins d'accord avec vous et que ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. Et donc c'est là où on retrouve la logique d'un continent longtemps martyrisé, colonisé, et aujourd'hui encore dont les enfants sont exploités, sont insultés à travers le monde, sont même repoussés, traités d'immigrants, sans papier, de partout le monde. Aujourd'hui encore, c'est un continent qui a la plaie encore ouverte. C'est un continent qui a l'impression d'entretenir une communauté historique avec les Palestiniens, mais également une communauté de destin. C'est-à-dire que ce qui arrivera à ses frères aujourd'hui, si nous restons indifférents, risque de nous arriver parce que nous, les Africains, nous avons toujours été dans l'œil du cyclone parce que la prédation de nos terres a toujours été un fait, la prédation de nos ressources naturelles a toujours été un fait. On a voulu même nous imposer de réduire nos naissances chez nous sous prétexte qu'elles faisaient peur au monde occidental. Donc aujourd'hui, nous avons toujours été dans l'œil du cyclone. Donc rester on va dire, indifférent au malheur qui frappe les frères de la Palestine aujourd'hui, ça a un peu entretenu notre futur à nous. Parce que qu'est-ce qui prouve que ces choses ne nous arriveront pas si demain il y a une coalition des pays les plus puissants militairement et économiquement contre nous. Et enfin, je pense que l'Afrique le fait pour également crier son ras-le-bol, ce qui confie même basculement également de la distribution des forces sur la scène internationale. Chacun, à partir de maintenant, nous ne deviendrons pas tout de suite puissants, mais il y a une dynamique d'affirmation de soi qui est vraiment à encourager. Le monde ne dénonce pas l'illégalité de la guerre qui se fait aujourd'hui. C'est une guerre totalement contraire au principe du droit international humanitaire qui frôle effectivement le génocide, comme on l'a dit. Et pour cela, il y a une organisation qui a été créée depuis 1945 qui devait veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas. Malheureusement, l'ONU est bouclée. Le CSNU, le Conseil de sécurité, est totalement apathique. Pourquoi? Parce que 3 de ses membres ont le droit de veto. Et vous avez vu récemment, empêche totalement toute résolution, toute décision visant ne serait-ce que protéger les vies humaines civiles, sachant que l'ONU a été créée pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. Donc l'ONU est en fait désavouée. Je pense que cette organisation n'existera pas après tous les événements qu'on voit aujourd'hui. Et si le monde ne peut pas dire que l'ONU a échoué du fait de ses membres permanents occidentaux notamment qui soutiennent de telles actions, il faut bien qu'il y ait un continent qui se lève pour le faire. Là où on n'attendait personne le faire, c'est le continent désigné comme le plus pauvre autrefois qui heureusement se lève et assigne l'État d'Israël devant un tribunal international. C'est un signe diplomatique fort du réveil de l'Afrique à venir. Très bien. Justement, on va revenir sur l'ONU tout à l'heure, parce que je rappelle que l'Algérie, lors de ce sommet, a exhorté les pays africains à se mobiliser pour une réforme de l'ONU, mais aussi la résolution de l'Algérie qui a été arrêtée au sein du Conseil de sécurité par un veto américain. Gamel Abina, à votre avis, le fait que ce soit le président de la Commission de l'Union africaine qui dresse un bilan de ce qui se passe en Palestine et qui réaffirme ce que pensent les peuples et ce que pensent les panafricains depuis longtemps. Seule l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne serait une solution pérenne en Palestine. N'est-il pas le signe aujourd'hui que la question palestinienne, la diplomatie palestinienne avance en bon sens? En contrepartie, est-ce que ce n'est pas un revers pour l'entité sioniste et ses relais, notamment les signataires de l'accord d'Abraham en Afrique? Alors, les signataires de l'accord d'Abraham, d'abord, il faut commencer par le début, c'est très important de le rappeler, ce sont des dictatures qui signent avec un État raciste. Donc, quand une dictature signe, un peu comme à l'époque du Shah d'Iran, ça n'a aucune valeur. On ne fait pas la paix avec les dictateurs, on fait la paix avec les peuples. Et en l'occurrence, les peuples arabes, et marocains en particulier, puisqu'on va prendre le cas de la dernière signature, qui a plus de 90% de la population marocaine est complètement opposée à ces accords et veut qu'on revienne en arrière. Donc, il y a des réalités. C'est-à-dire que les peuples disent non, les dictatures disent oui, ben c'est très bien. Je parle du Moyen-Orient,
Moyen-Orient, bien évidemment, où beaucoup de dictatures ont signé la paix avec Israël. On a bien compris ce que ça voulait dire, mais l'entité sioniste a une capacité extraordinaire à ne discuter qu'avec des dictatures ou avec des régimes autoritaires. Donc c'est leur style, parce qu'évidemment, ils sont eux-mêmes autoritaires et ne sont pas des démocrates, contrairement à ce qu'ils vendent. Ils se vantent d'être la seule démocratie au Moyen-Orient. Ce sont des menteurs. Les Libanais, en 1936, sont une démocratie. La Turquie, encore dernièrement, a prouvé que c'était une grande démocratie. L'Iran fait des élections tout le temps. Donc ce baratin de la démocratie unique, c'est une fabrication de mythes pour faire croire qu'ils sont donc les plus gentils, les plus honnêtes, les plus sérieux. Ça n'est pas vrai. Par contre, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment se fait-il que l'Afrique, qui doit marcher, qui marche d'un seul homme, ne soit pas représentée à l'ONU. Ça a été dit par Prince Goyard, et il a raison. On dit souvent, Clausewitz dit que la politique, effectivement, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, mais là, en l'occurrence, on ne parle que de guerre et pas de politique. Et le fait est que le Conseil de sécurité, qui aujourd'hui est une coquille vide, a en son sein, ça a été dit tout à l'heure, non pas 3 mais 5 membres, effectivement, dont 3 sont favorables tout le temps aux sionistes, et 2, la Chine et la Russie, sont opposés. Eh bien, ils ont un droit de veto qui est un droit de dictature absolue. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de 190 pays qui sont représentés, mais qui ne peuvent absolument peser pour rien dans la décision à partir du moment où un dictateur, je parle bien de dictature, qui dicte une décision, c'est ça la dictature, c'est quand on vous dicte des choses qui ne sont pas démocratiquement votées et qui sont imposées à la majorité alors qu'elle est opposée, eh bien, ce droit de veto doit être remis en question, et je pense que l'Algérie devrait mettre sur la table de négociation aujourd'hui à l'ONU la réforme qui va imposer l'abrogation définitive pour les 5 grandes puissances du droit de veto, puisque de toute façon, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, et surtout, la présence, enfin, aux membres permanents du Conseil de sécurité du seul continent qui n'existe pas, qui est le continent africain. Il n'est pas normal que ce soit l'Union africaine ou des pays africains les plus importants, mais surtout l'Union africaine, à mon sens, qui doit représenter les Africains, il n'est pas normal qu'on soit absent. Rappelons tout de même que celui qui a voulu l'Union africaine est un homme qui a été assassiné récemment, le colonel Muammar Kadhafi, pour lequel j'avais beaucoup de sympathie. C'est lui qui a voulu faire l'Union africaine une union autonome, indépendante sur un plan de la communication, qui voulait un passeport africain, qui voulait une monnaie unique africaine, qui voulait une force unique africaine, et il avait raison. Nous n'avons pas besoin de l'Occident pour tout cela. Nous avons les ressources, la jeunesse, les hommes, la puissance économique, la puissance minière, la puissance pétrolière, gazière. Enfin, on a tout ce qu'on peut espérer. La seule chose qui nous manque, c'est quoi? C'est de s'émanciper des manœuvres de l'extérieur, de faire en sorte que, par exemple, la RDC, il faut le rappeler aussi, près de 6 millions de morts en 20 ans, c'est intolérable. Personne n'en parle. Eh bien, tout cela doit être réglé une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, l'Union africaine fait de son mieux pour essayer de réduire les conflits, mais les prochains conflits qui vont arriver seront les conflits des guerres de l'eau. On commence à le voir avec l'Éthiopie, avec le Soudan, avec l'Égypte. Tout cela doit être réglé en amont, et je pense qu'en termes de lecture panafricaniste, on est tous frères. Il faut travailler de concert et non pas les uns contre les autres. Parce que quand on travaille de concert, notre puissance se décuple. Et effectivement, la question de l'Union africaine à l'ONU doit être posée. La question du droit de veto, qui est une dictature déguisée, doit être remise en question. Sinon, à ce moment-là, autant quitter l'ONU. Très bien. Prince Koya, cette année, l'invité d'honneur de ce sommet, c'était le président brésilien Lula da Silva, qui s'est longtemps exprimé justement sur la Palestine. Il a même été applaudi par l'ensemble des présents. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les rangs sont en train de se resserrer au sein du Sud globalisé, ne serait-ce que sur les rapports du Sud par rapport au Nord, ou encore sur la question palestinienne? En tout cas, on peut constater que sur les questions, lorsqu'il s'agit de faire front quand même contre les pays du Nord, il y a ces réminiscences, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1963, Zhou Enlai, on avait déjà discuté de la conférence de Bandung ici. Malheureusement, il y a une irrégularité, n'est-ce pas, dans la coopération et dans la collaboration des pays du Sud. Et quelquefois, comme ça, il y a toujours des sursauts, il y a des éveils, lorsque, par exemple, nous sommes en train de toucher le fond du trou. Par exemple, l'un des nôtres, la Palestine, est en train d'être agressée sauvagement aujourd'hui. Et là, tout de suite, comme ça, il y a un sursaut. On se rappelle que finalement, on est constamment dans l'œil du cyclone. Donc, quelque part, on est toujours parfois obligé d'être piqué, d'être rappelé à l'ordre pour que nous nous rappelions nous-mêmes de notre condition de proie. Et ça, ce n'est pas une bonne posture pour moi. Il faut plutôt être proactif que réactif. Parce qu'on est beaucoup plus attentif, on attend d'être agressé toujours pour réagir. C'est peut-être dans notre nature non belliqueuse, on va dire, parce que l'Africain n'est pas porté à faire la guerre aux autres pays, mais il est très souvent agressé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a. Bon, cela dit, il faut prendre conscience désormais que nous avons toujours été des proies.
aussi bien au plan politique, au plan économique, et puis ne pas avoir des coopérations sud-sud sporadiques ou, on va dire, ponctuelles. Il faut le faire de manière régulière. Alors, sur la question également des tensions aujourd'hui qui sévissent dans le monde, effectivement, le Sud global prend davantage conscience. Le président Lula, qui était d'ailleurs resté assez mutique depuis le début de l'attaque en Palestine, a fait une phrase, a donné une phrase ou deux hier, avant-hier, qui a défrayé la chronique dans tout le monde occidental. Tout le monde est en train, je sais pas, de s'évanouir. On le traite de sauvage, de barbare, d'hypocrite. Je rappelle que Lula, le président brésilien, est l'actuel président du G20. Est-ce que le fait que ce soit l'actuel président du G20 joue un rôle sur cette déclaration? On a l'impression que le G20 est en train de passer du côté du monde qui veut des relations plus équilibrées par cette présidence. Mais parce que les membres du G20, naturellement, le G20 commence à être investi par des pays autrefois dits pauvres, sous-développés, devenus émergents, par beaucoup de pays de BRICS et beaucoup de pays du Sud aujourd'hui. Donc, effectivement, le basculement va de soi, tandis que les pays occidentaux autrefois dits plus riches commencent à décliner. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est surtout aussi du courage. Parce que le président du G20, du Brésil, on sait la situation un peu du pays, prend le courage de dire haut et fort, cela n'a quasiment pas été dit dans le monde. C'est quelque part même un risque qu'il prend d'affirmer qu'il y a un génocide en cours en Palestine. Je n'ai même pas souvenir que des rois d'Arabie ont eu le courage de le faire. Donc ça, c'est vraiment, pour l'un des plus grands pays du monde, le président qui le fait, c'est l'un des plus grands soutiens que la Palestine a pu recevoir jusqu'à ce jour. Donc effectivement, cela sonne le glas d'un vrai réveil du Sud qui, je l'espère, sera durable et va s'inscrire dans le temps et non pas ponctuel. Très bien. Gamel Abina, on a commencé à en parler. Cette réforme de l'ONU à laquelle l'Algérie a appelé en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'organisation, mais aussi en appelant les pays africains à faire bloc pour la réforme de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour le Sud globalisé dont on est en train de parler, la réforme de l'ONU est importante ? Simplement parce qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent l'ONU, ce sont les puissances impérialistes. Je dis bien toutes les puissances impérialistes, même si celles qui sont néo-impérialistes. On parle de l'Angleterre, de la France, évidemment des États-Unis, ça c'est assez évident. Puis la puissance russe, quoi qu'on en dise, reste une puissance impériale, qu'on veuille ou non. Et la puissance chinoise, qui n'a jamais été impérialiste, mais qui a une forme d'impérialisme économique évident, puisqu'aujourd'hui c'est la première puissance mondiale quasiment. Pourquoi cette réforme est réclamée? Parce qu'effectivement, d'abord, ceux qui confisquent les pouvoirs sont ceux qui ont créé l'ONU, c'est problématique. Ensuite, parce qu'ils ont créé l'ONU dans un contexte où les pays étaient tous sous domination coloniale, je parle des pays du Sud global, on parle beaucoup du Sud global, et que ce fameux Nord global, qui est un Nord impérialiste, barbare, destructeur, dominateur, qui est sorti de ses frontières il y a 400 ans et qui a fait un mal monumental au reste du monde, ce Nord global ne veut pas répartir les pouvoirs alors qu'il est de moins en moins puissant économiquement et que le rééquilibrage des forces militaires est en cours. Donc ces pays du Sud considèrent que pour qu'une ONU soit représentative de façon pleine et entière, j'ai dit que l'Afrique n'était pas du tout représentée, tous les continents ils sont sauf l'Afrique, eh bien ces pays du Sud réclament leur part du lion et c'est normal d'abord parce que l'ONU malgré tout est une forme d'arbitrage permanent et de discussion et surtout parce que l'ONU peut, si c'est bien fait, et si on abroge ce droit de veto, évidemment, obtenir des décisions contraignantes vis-à-vis d'États voyous. Le rogue state que les Américains aiment bien dénoncer, alors qu'ils sont les premiers à se comporter comme des voyous. Eh bien, je dirais par rapport à Prescoya qui disait tout à l'heure que les Africains sont de nature non agressive et ne sont pas des guerriers. Je ne dirais pas de nature, la nature me dérange. Je dirais qu'ils sont de culture non agressive. L'Afrique, effectivement, n'a pas cherché à conquérir d'autres territoires. Et là, d'ailleurs, les États africains, lorsqu'ils faisaient des batailles ou des guerres, restaient chez eux, ils n'allaient pas à la conquête des autres pour les massacrer. Cette culture de conquête est une culture occidentale qui sort de ses frontières pour massacrer tout le monde, alors qu'à l'origine, tout le monde guerroyait, mais revenait chez lui. Alors, simplement, pourquoi est-ce que ce Sud global veut exister? Parce qu'économiquement, il est de plus en plus puissant, parce que militairement, il devient puissant, et parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Au nom de quoi, en 1945, l'ONU est faite par les vainqueurs de la guerre, et que, pratiquement 80 ans plus tard, on a toujours ce même ONU avec ces mêmes rapports de force, considérant que les pays du Sud n'existent pas, alors que les 2/3 de la population sont dans le Sud. Donc c'est une question qui se pose avec acuité, et effectivement, ce Sud global doit, de par sa
son importance géographique, numérique, économique et surtout son importance politique, doit imposer sa décision, doit imposer sa présence et doit obtenir effectivement que l'ONU rééquilibre les rapports de force. Très bien. Autre dossier très important lors de cette rencontre ou de ce conclave des chefs d'État, ça a été le dossier libyen ou encore le dossier soudanais, le dossier du Soudan encore ou encore le dossier de la République démocratique du Congo. Prince Koya, d'abord un point pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de la situation en Libye ou encore en République démocratique du Congo? Je rappelle que l'ensemble de ces questions ne sont pas que des questions africaines, enfin c'est des questions africaines, mais sur lesquelles on voit l'intervention de plusieurs puissances ou de plusieurs pays qui rendent encore ces dossiers plus compliqués à traiter finalement pour l'Union africaine et sa diplomatie. Oui, donc au risque de me répéter, je vais revenir à ce que je t'ai entendu tout à l'heure. La diplomatie, lorsqu'elle s'arrête, il faut bien qu'elle puisse être comblée par quelque chose, la nature ayant horreur du vide. La diplomatie permet de régler pacifiquement des différends entre des acteurs qui souhaitent régler pacifiquement les différends. Je prends le cas de la RD Congo. Là-bas, les acteurs n'ont pas envie de régler pacifiquement les différends. Les acteurs qui sont là-bas ne sont pas seulement étatiques, on a des acteurs également proprement privés. Les multinationales, et ce n'est pas une chimère. Alain Foucault a réalisé une émission très récemment où il est allé sur les sites, émission dans laquelle on voit très bien que la firme dont je vais taire le nom qui exploite les mines dans l'Est interdit aux autorités de l'État ou aux envoyés de l'État avec la lettre présidentielle, elle leur interdit de pénétrer sur leur site pour ne serait-ce que visiter. C'est-à-dire que c'est un no man's land, et un no man's land qui est entretenu volontairement, non seulement par le voisin, mais également par tous les acteurs qui profitent de ces ressources naturelles. En 2003, on a mis en place le processus de Kimberley, soi-disant, pour retracer et pour, on va dire, assainir la filière minière dans le monde pour éviter ce qu'on appelait les diamants de sang. C'est une chimère aujourd'hui, parce que cet état de fait est créé non seulement par des États, mais par les mines et par des grands groupes étrangers. Pourquoi je le dis? Cela est important parce que ces grands groupes, agissant de manière officieuse, à l'insu de tout le monde, mais avec une puissance militaire avérée, ne peuvent pas être invités à la table des négociations diplomatiques. Rappelons-le, le thème diplomatique ne rassemble que des acteurs étatiques. La complexité de la situation se trouve là aujourd'hui, par exemple, dans ce pays. Et en dernier recours, si la diplomatie échoue, parce qu'il faut l'envisager, il faut imposer la force ou il faut s'interposer. Mais avec quels moyens le faire? Des pays d'Afrique de l'Est ont essayé, récemment ils ont retiré les troupes. La MONUSCO, soi-disant, a essayé, elle a échoué. En fait, les pays africains devaient prendre le taureau par les cornes pour pallier les insuffisances de la diplomatie, parce que quoi qu'on dise, elle a échoué aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons des discours forts, mais sur le terrain, il y a aussi besoin d'une armée qui intervienne en dernier recours pour imposer la force, la paix et pour protéger les ressources naturelles et les terres africaines. Cela n'existe pas aujourd'hui et la RDC, tant que ce point n'est pas réglé, la capacité de s'imposer lorsque les discussions échouent, ce pays restera comme il est depuis 1965. C'est le même cas aujourd'hui pour le Soudan. Là-bas, il y a des acteurs intérieurs qui s'affrontent, mais on sait aussi très bien qu'ils reçoivent leur soutien de part et d'autre du monde africain, du monde arabe et même du monde occidental. Et donc, c'est les moyens qu'ils ont pour faire la guerre, les armes qu'ils ont pour faire la guerre, ce sont des moyens qui leur sont fournis par des pays extérieurs aujourd'hui et par des firmes qui exploitent le pétrole dans le pays. Donc, la question de nos conflits en Afrique ne peut pas être réglée comme une question diplomatique lambda. Pourquoi? Parce que nos pays n'étaient pas, avant l'arrivée de ces guerres, totalement souverains. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la maîtrise de leur territoire. Ce qui fait que n'importe qui a pu faire n'importe quoi là. Donc, pour régler la situation, soit il faut foutre tous ces acteurs multiformes dehors, ou bien que les pays, effectivement, se dotent des moyens pour imposer l'effectivité de leur État par la puissance militaire. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. Car ceux qui ont leurs intérêts économiques ne lâcheront jamais ces territoires tant qu'ils pourront avoir la même mise et tant qu'ils ne seront jamais
inquiéter. Ne comptez pas non plus sur l'ONU ou sur les Cax bleus pour libérer ces pays. Très bien. Gamel Abina, à la lumière de ce que vient de nous dire Prince Koya, qui a touché à un sujet très sensible qui est l'accaparement des terres, des eaux, mais aussi des semences africaines. Est-ce que l'intégration et l'intégration dont parle l'Union africaine, ce qui est un des projets phares de l'Union africaine, ou encore l'agenda 2063, se heurte directement à cet accaparement des terres? Prince Koya a parlé de la République démocratique du Congo. On peut parler du Sahel, dont il y a beaucoup de multinationales dont on va taire le nom. Il y a aussi l'expansion de l'entité sioniste qui a été faite sur les terres des pays signataires de l'accord d'Abraham. Bien que Prince Koya a rappelé une chose essentielle, c'est par exemple, on prend les RDC, c'est intéressant d'en parler, Paul Kagame qui se vante d'avoir un miracle économique dans son pays. Le miracle est financé par quoi? Par l'argent des richesses pillées en RDC. Il n'y a pas de miracle économique. Si vous n'avez pas de financement, vous n'obtenez rien. Eh bien, Paul Kagame est un des meilleurs amis de l'entité sioniste, comme par hasard. On se met d'accord, les mêmes méthodes, spoliation et vol. L'entité sioniste sur Gaza massacre. Pourquoi? Parce qu'il y a le Léviathan, cette immense réserve de gaz qui a été découverte au large de Gaza. Ils veulent s'en emparer. Pour s'en emparer, il faut en finir avec la Palestine et les Palestiniens. Et on a ça souvent en Afrique. À chaque fois qu'il y a des guerres comme dans le Sahel, par exemple, c'est pas un hasard. On a découvert, par exemple, qu'au Niger, le nord du Niger, il y a des réserves de pétrole importantes. Le sud du Niger, qui sont d'ailleurs exploitées par une compagnie nigérienne, et tant mieux. Ça permet aux Nigériens de pouvoir bénéficier de leurs richesses. Dans le sud, c'est la Chine qui exploite. Et il y a surtout des réserves considérables d'or, dont les orpailleurs font beaucoup d'argent, mais pour lesquels, d'ailleurs, l'État n'a pas grand-chose. Eh bien, ces pays-là sont effectivement sous le joug de compagnies internationales qui viennent piller en n'achetant même pas quasiment les productions qui sont faites exploiter. On ne sait pas ce qui sort, on ne sait pas ce qui est produit, on ne sait pas à quel prix c'est vendu, et l'État reçoit une quantité négligeable, sinon absente, de cette richesse. Eh bien, je pense effectivement que la sécurité est la première des choses pour le développement, mais pour obtenir de sécurité, il faut d'abord négocier, évidemment, il ne faut surtout pas aller tout de suite en guerre. Une fois qu'on a négocié, il faut trouver un terrain d'entente, il faut augmenter les capacités sécuritaires du pays, comme c'est actuellement le cas au Burkina ou au Mali, ou dans des pays comme ça qui sont aidés par les Russes, et surtout, il faut réfléchir dans une projection vers l'avenir. Si on continue à laisser les Occidentaux avec leurs sociétés privées, parce que c'est le tout privé, l'Occident, c'est de dire qu'on va envoyer, c'est le privé qui dirige littéralement, l'ultralibéralisme prédateur va fondre sur l'Afrique, alors que les Africains sont des étatistes. Ils considèrent que les richesses des pays doivent revenir d'abord à l'État pour profiter à la population. Eh bien, c'est une opposition de vue qui est très frontale, et effectivement, ces pays d'abord tombent dans le piège de se faire la guerre entre eux, ce qui est catastrophique, ou des guerres civiles, on le voit avec le Soudan, ou simplement oublient qu'ils sont en mesure aujourd'hui de pouvoir par eux-mêmes exploiter leurs propres richesses, parce que les moyens techniques existent. Eh bien, ces questions-là sont posées avec acuité, et effectivement, l'Afrique reste un énorme gâteau que le monde, dès la conférence de Berlin, s'était partagé, le monde occidental, et aujourd'hui, le monde, au sens large du terme, sud et nord, regarde avec beaucoup d'appétit, parce que l'Afrique regorge de richesses, parce que c'est le continent le plus sous-peuplé de la planète. C'était dit tout à l'heure par Prince Goya, effectivement, le contrôle des naissances a fait que l'Afrique est très en retard en termes de population, et que c'est le continent le plus martyrisé de la planète aussi, il ne faut pas l'oublier, puisque les guerres ont continué et continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc ces questions sont à réfléchir. Il faut que les Africains se parlent entre eux, il faut qu'ils créent des forces internationales sous l'égide de l'OUA. Il faut faire en sorte, quand il y a une tension entre deux belligérants, de rapprocher les points de vue et de ne plus tomber dans le piège de ceux qui sont de l'extérieur en train d'alimenter ces guerres. Très bien. Prince Koya, vous allez avoir 1 minute 30 à peu près pour répondre à cette dernière question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le fait de se mobiliser pour un monde plus équitable et des relations internationales plus justes pour le Sud globalisé et le Nord rentre aussi dans le cadre de vouloir en finir avec les régimes relais en Afrique? Quand vous parlez de régime relais, à quoi vous faites allusion? Les États qui sont complètement féodés à l'Occident, comme vient de le rappeler Gamel Abina, avec certains pays dans la Corne de l'Afrique. D'accord. Oui, tout à fait. Alpha Blondy, dans l'une des célèbres chansons, et on sait que le reggae est une musique de libération et d'affranchissement, disait ne vois-tu pas que le mur est fissuré et que le lézard peut y entrer? Donc, il y a aussi une philosophie politique africaine qui s'appelle Ubuntu, qui affirme, et c'est d'elle que vient cette citation, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'union fait la force. Tout ça relève de la philosophie Ubuntu, d'Afrique du Sud. Alors, cela pour dire quoi? L'union, l'unité est d'abord l'une des règles universelles
l'une des règles mathématiques, l'une des règles scientifiques. Lorsqu'il y a unité, il y a force. Et lorsqu'il y a force, il y a répulsion de tout ce qui est pour la division. Donc, une Afrique qui n'est pas unie, un ensemble qui n'est pas uni, un ensemble qui est fratricide, au sein duquel il y a des traites, au sein duquel il y a des personnes qui ne partagent pas la vision d'un développement harmonieux, ben, sera un ensemble qui va se vendre au premier venu. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire en Afrique. On a toujours eu des héros et on a toujours eu de l'autre côté des agents de l'extérieur. Et beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes qui aimaient vraiment l'Afrique ont fini par passer. Quels que soient les systèmes politiques, quelles que soient les propositions politiques qu'on apporte, si la population, si les États africains, si nous ne nous mettons pas ensemble pour partager une vision commune, consensuelle, évidemment, nous serons toujours là à tendre les mains pour attendre la proposition qui vient de l'extérieur et s'entre-déchirer, s'entre-tuer entre nous. Donc, je reste philosophique, je ne donne pas de chiffres, mais je pense que la philosophie est à la base quand même de toute création. Et cette philosophie-là de l'unité m'est très chère. Très bien, merci Prince Koya. Cela dit, je pense que la civilisation bantou n'a pas été qu'en Afrique du Sud, mais aussi dans ce qu'on appelle le Congo-Niger. Merci Gamela Binat de m'avoir accompagné durant cette émission et merci Prince Koya de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous quitte sur ces notes positives et de ces appels à l'union et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Appel 4 News.